Salut, c'est Luc Arbogast, je suis très heureux d'inaugurer ce À la rencontre 2 proposé par la Percée de l'Histoire. Vous êtes ici chez moi, dans mon lieu de travail et mon lieu de détente, vous êtes les bienvenus. Donc je m'appelle Luc Arbogast, j'ai 48 ans, je suis musicien, troubadour, voyageur, poète à mes heures, en tout cas gourmand de la vie. Si être artiste c'est être heureux dans la vie, alors je suis artiste. Alors si on me demande de parler de mon enfance, alors c'est une enfance qui est relativement multifacette. J'ai beaucoup déménagé, je suis fils de militaire de carrière, donc ça impliquait beaucoup de déménagements, beaucoup de changements de vie comme ça. Voilà, donc je suis né à La Rochelle en 75, et puis voilà, on a commencé ces déménagements. J'ai déménagé peut-être une quarantaine de fois, et j'ai déménagé en Alsace notamment. Donc je suis un élève médiocre. Parce que je m'ennuie en cours, voilà, j'avais la culture nécessaire, l'intelligence nécessaire certainement, mais voilà, je foutais rien. J'ai été attiré par d'autres trucs, et puis voilà, mais je suis un enfant romantique, voilà, très sensible aux énergies des gens, très attiré par le monde de l'imaginaire en fait, voilà, depuis que je suis enfant. Alors ma scolarité s'est arrêtée brusquement en seconde. J'ai eu la chance de passer en seconde au rattrapage parce que je crois qu'en troisième ils voulaient vraiment ils étaient contents de me faire passer pour se débarrasser un petit peu de moi, comme ça j'ai changé d'établissement. Mais voilà, j'ai eu mon BEPS, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le brevet des collèges. À l'époque, ça s'appelait le BEPS. Je l'ai eu au rattrapage avec une très bonne moyenne parce que j'ai pris une option art plastique en fait. Mais voilà, ma scolarité, c'était une scolarité normale en fait, en école, d'abord à La Rochelle, ensuite en Alsace, dans la vallée de Münster. Donc en seconde, je quitte, je deviens apprenti cordonnier, que j'ai arrêté très rapidement aussi, parce que j'étais en désaccord avec le maître d'apprentissage, qui était politiquement mal orienté pour moi. Et ensuite, écoute, je suis rentré dans la vie professionnelle à 18 ans. Le jour de mes 18 ans, voilà, j'étais embauché dans une société. J'ai travaillé dans cette société, c'était une société d'étiquetage, de préparation de commandes, auquel d'ailleurs j'adhérerai encore aujourd'hui. J'adore ce métier, c'est un truc rigolo. Et puis à 21 ans, je suis devenu artiste. C'est jamais facile de se définir soi-même parce que ça peut vite faire soit prétentieux, soit donner une image qui est complètement contraire à ce que les gens imaginent. Moi, je considère que je suis un nomade, bien qu'aujourd'hui je sois sédentarisé, mais on a du sang de cigane dans la famille. Donc on a cet appétit du voyage, on a cet appétit de la liberté, de la découverte, de l'aventure et tout. Mais comment me définir moi aujourd'hui? Tu vois, j'ai 48 ans, on change au cours d'une vie. Tout ce que je peux dire, c'est que de mes 21 ans jusqu'à mes 35 ans, 36 ans, je considère que j'étais un voyageur avide d'aventure, qui se nourrissait que de la musique. Je suis quelqu'un qui a pour mission d'être heureux sur Terre et de faire en sorte, si je le peux, de rendre les gens heureux s'ils en ont besoin. Voilà. Après ça, ma mission, c'est ce que je me suis fixé comme mission en tout cas. Bonjour à tous, Voilà, alors parmi mes grandes passions, il y en a une en particulier que j'aime, à laquelle j'ai dédié littéralement un petit endroit. Alors évidemment, on pourrait imaginer que comme je suis passé à la télé et tout, je me suis offert un truc gigantesque, mais en fait pas du tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté très familial en fait, et très accessible en fait. Voilà, j'aime bien les petites choses qu'on comprend. Et donc voilà, je vous invite à visiter mon petit cinéma. Alors là, on est dans une pièce particulière pour moi, qui est un petit cinéma. En fait, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des home cinéma chez eux. Et moi, j'ai voulu pousser le vice jusqu'à, effectivement, fabriquer un petit cinéma. Alors, c'est 8 places, hein, évidemment, c'est des tout petits, hein, c'est familial. Mais c'est vrai que voilà, c'est un endroit qui est important pour moi, d'abord parce qu'il est complètement enfermé, puis que, voilà, j'ai fait des études donc d'audiovisuel en A3. Et voilà, je suis très très cinéphile en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même les films français en fait qui traitent de l'époque médiévale ou de l'époque de la Renaissance,
Voilà, il y a pas mal de films, justement Le Retour de Martin Guerre ou Molière avec Romain Duris par exemple, ou voilà ce genre de film historique là que je trouve vraiment excellent. Et puis voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder des films d'auteur aussi, quoi. Voilà, c'est un plaisir que j'ai vraiment particulier. Et c'est vrai que le fait de s'isoler, de regarder un film comme ça sur un tout petit cinéma, bah ça change en fait de la télé. C'est pas c'est pas le même rapport au film, c'est pas le même rapport à ce qui est précieux dans le film. Et voilà, c'est en fait finalement voilà, ça c'est un des bienfaits du monde moderne, c'est d'avoir accès à du spectacle. Évidemment, ça peut être aussi utile pour regarder des concerts, par exemple, ce genre de choses, quoi. Voilà, mais ça c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup et qui me donne beaucoup d'inspiration, quoi. Là, en l'occurrence, on est en train de visualiser un extrait du Seigneur des Anneaux. Ce qui m'a toujours attiré dans l'histoire médiévale et la manière dont j'y suis arrivé, en fait, c'est avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui me touchaient. Quand j'étais petit, notamment dans la campagne rochelaise, on a eu un jour une fête de l'école, et la maîtresse d'école avait eu la bonne idée de nous faire une petite chorégraphie comme ça sur une musique d'Angelo Branduardi qui s'appelle la Demoiselle. C'est la demoiselle marchant sur le ruisseau qui t'a rendu bien malade. Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie, mais qui te les rendra? Et en fait, je sais pas, cette chanson m'avait parlé particulièrement, plus que ce qu'on entendait à la radio, qu'on entend aujourd'hui sur Nostalgie, hein, tu vois. Et et en fait, j'ai compris plus tard que c'était de la musique traditionnelle, en fait. Angelo Branduardi, c'est le troubadour italien, à grands coups de violon, d'épinette, de cornemuse, de flûte, voilà, c'est déjà de la musique médiévale et traditionnelle. Et puis, j'ai la chance d'avoir un frère qui était qui aime beaucoup la musique, voilà, et qui m'a fait partager des groupes comme Malicorne ou Ange, Castellémis, et en fait, ça m'a forgé, je dirais, dans ma manière d'aborder les textes anciens, notamment, ou la vraie vie paysanne du Moyen-Âge. Moi, je l'ai pas découverte en écoutant de la musique médiévale à proprement parler, puisque ces textes-là parlaient de la vie du quotidien. Gabriel Yacoub, du groupe Malicorne, il sait mettre en texte les traditions, les fêtes annuelles, les mariages. Voilà, il parle beaucoup de superstitions, ces genre de choses. Donc ça m'a déjà beaucoup ouvert à ça. Mais de toute façon, indépendamment du goût que j'ai pour l'époque médiévale ou de ce que j'en ressens moi, il y a autre chose, c'est le karma, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce que j'ai fait étant môme, on me mettait toujours dans une case médiévale. Par exemple, on faisait un spectacle avec les scouts, par exemple, j'étais scout, et ben voilà, c'était un spectacle sur les troubadours au Moyen-Âge. Je faisais un spectacle son et lumière dans la vallée de Münster en 87, et ben je jouais un moine de l'époque médiévale. Et on m'a jamais proposé un rôle, si tu veux, d'inspecteur de police ou de gamin avec un skateboard ou quoi. Ensuite, tout naturellement, comme j'ai découvert la culture médiévale et l'appétit, si tu veux, pour la poésie médiévale, forcément, c'est la musique qui a pris le relais en fait dans ma conception du Moyen Âge. Et mon frère Marc, qui est un très grand musicien, m'a permis d'écouter ces musiques et m'a donné quelques cours de guitare aussi, donc quand j'étais gamin. Donc c'est ça qui m'a amené en fait à jouer de la guitare, à aborder les textes anciens. Et le vrai fait de jouer de la musique médiévale, je l'ai vraiment commencé à 21 ans, quoi. Le tout premier instrument dont j'ai joué quand j'étais enfant, qu'on m'a mis dans les pattes, c'était un harmonica. Voilà, j'ai joué de l'harmonica quand j'étais au scout et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant ce qu'on pouvait faire avec ce petit truc. J'ai dû casser les oreilles à tout le monde pendant pas mal de temps. Et puis, un petit peu plus tard, on m'a offert une flûte de Pan. Voilà, c'est des instruments comme ça qui étaient assez intuitifs, je dirais. On peut pas vraiment faire de fausses notes avec ces instruments-là. Et puis plus tard, mon frère m'a offert un métallophone, une sorte de xylophone en métal, évidemment. Et puis plus tard, en fait, j'ai hérité de la guitare de mon frère. C'est une Vantage Pro 2 que j'ai toujours d'ailleurs. Elle est en très bon état aujourd'hui. Là, il faut que je change les cordes, mais voilà, c'est une guitare demi-caisse jazz avec laquelle j'ai joué vraiment beaucoup. C'est avec cette guitare que j'ai commencé la guitare, en fait. Aujourd'hui, mon instrument de prédilection, c'est le bouzouki irlandais. La raison, elle est très simple, c'est que c'est un instrument qui a un son magnifique, d'abord. Et puis, on peut tout faire avec ça.
petite balade là. Je vais passer à l'oriental. Donc voilà, cet instrument, il est donc accordé en open tuning. Normalement, le bouzouki, les mandolines, c'est sol, ré, la, mi. Moi, je suis accordé en la, ré, parce que je trouve que c'est beaucoup plus, c'est plus fluide dans toute l'ouverture qu'on peut apporter sur le manche. Je trouve que c'est plus intuitif et puis on peut vraiment improviser, on peut vraiment s'adapter à d'autres musiciens qui jouent. Enfin, c'est super bien. Donc j'ai actuellement 3 bouzouki différents avec des sons différents, des factures différentes, 3 luthiers différents. J'ai récemment acheté d'occasion un instrument qui me parle énormément. Donc c'était juste avant le conflit russo-ukrainien. C'est une trembila ukrainienne, qui est l'équivalent de notre guitare 12 cordes. Seulement c'est un instrument de bohème, c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment conçu pour les musiques populaires, donc il s'accorde comme une guitare 12 cordes. On voit vraiment le côté slave en fait. Voilà, ça c'est un amour d'instrument. Pour jouer en rue, c'est magnifique, quoi. C'est ultra propice justement au chant mélancolique, au contenu un peu populaire, comme ça. C'est vraiment un instrument de tradition. Et comme c'est un instrument ukrainien, évidemment, ça me donne une sympathie supplémentaire, quoi. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai cet petit instrument-là qui est magnifique aussi, qui s'appelle une citole monoxyle. Pourquoi monoxyle? Parce qu'en fait, elle est faite évidemment d'un seul tenant de bois. Donc ça, c'est un instrument qui est fabriqué par Benjamin Margoton, lui aussi en Ardèche. Et alors... c'est un instrument très très doux et on peut vraiment attaquer les chansons romantiques, vraiment médiévales. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut retrouver cette coupe en fait sur certaines gravures de cathédrales, notamment cathédrale de Reims, je crois. Et puis, ce que je trouve vraiment touchant, c'est têtes de personnages comme ça qu'on retrouve sur certains instruments. Il y a des dragons un peu partout. C'est intéressant sur scène après avoir vraiment joué un morceau ultra épique de sortir ça. Accompagné d'une flûte ou d'un violon, ça apporte une douceur énorme, quoi. Après, évidemment, il y a d'autres instruments, des mandolines, des trucs comme ça. Je joue aujourd'hui de la guitare, de l'épinette des Vosges, il y a du quattro guatémaltèque, des percussions, du saz, du hang, du daf, du rek, du kemenche, des instruments turcs aussi. Et parce qu'en fait, je trouve que dans tous les instruments qu'on peut trouver à l'époque médiévale, on est quand même assez enclavé. Et si on fait la reconstitution, on reste sur certains trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des sons plus ethniques aussi. Et c'est comme ça que j'enchaîne sur cet instrument-là, donc la tempura.
C'est un instrument qui vient d'Inde et Pakistan aussi. Et alors c'est un instrument qui est intéressant parce qu'on peut vraiment l'utiliser de différentes manières. Donc on a ce côté corde sympathique et avec la vibration qu'on peut retrouver sur les sitars notamment. Hein. Et ça c'est les cordes frappées et les cordes frottées. Puis après les cordes solistes. Donc là, on est vraiment sur un instrument qui a pour but d'amener à la psalmodie. Enfin, c'est contemplatif, relaxant, pour le chant, quoi. On a sur la tournée Viantica actuellement un morceau, donc Darshan, qui est joué avec justement Shruti Box, Tampura et flûte doudouk. Ça fait partie intégrante du concert d'avoir ce moment de relaxation, d'inspiration. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que je voudrais dire aussi, c'est que tu sais, moi j'ai aucune formation musicale. C'est-à-dire que en cours de musique, j'avais le QI si tu veux, d'un parpaing. Mais par contre, ma prof, Madame Paguierin, m'aimait bien. S'il avait été question d'apprendre le solfège, je serais pas musicien. Dès que ça passe par la case mentale, en fait, je décroche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, j'ai eu la chance de pouvoir m'intéresser à une multitude d'instruments, quoi. Je joue pas de tout. Bah, tu vois, j'aurais jamais cette prétention. Je joue pas de violon, je joue pas de violoncelle, le trombone, la trompette, tout ça, je sais pas. Ouais. Mais ces instruments-là qui sont intuitifs, ou la percussion, ou les flûtes, les différentes flûtes, les flûtes traversières en eucalyptus, les flûtes irlandaises, en fait, je me rends compte que je touche à tout. Je suis pas un champion dans quoi que ce soit. Mais pour ce que je vais en faire, par contre, ouais, là, je peux me mettre au service d'eux, quoi. Récemment, je me suis mis à l'accordéon, tu vois, pour voir. Et du coup, je fais un peu de chant marin avec l'accordéon, voilà. En fait, il faut se faire plaisir, quoi. La méthode que j'ai d'approcher un instrument, c'est je me renseigne sur l'instrument, mais d'abord en fait je travaille au coup de cœur, quoi. Il faut quand même que je revienne sur la première acquisition d'un bouzouki irlandais de toute ma vie. J'étais en Bretagne chez un copain vers Ploudalmezot et j'avais mis de l'argent de côté pour m'acheter une cornemuse. Je voulais à tout prix m'acheter une cornemuse et pour moi la cornemuse c'était forcément écossais avec un tissu écossais et des bourdons partout et je suis allé à Brest dans un magasin de musique, j'ai dit je voudrais acheter une cornemuse, mais il dit j'en ai pas. Et j'ai vu un bouzouki irlandais, c'était un petit Pro Natura, je me rappelle, et j'ai dit c'est quoi ça? Il m'a dit bah c'est un bouzouki, et j'ai dit ok, combien? Il m'a dit 150, j'ai dit ok. Et puis après, je suis rentré avec, et puis je l'ai accordé, je me suis amusé avec. L'idée c'est d'aborder, je fonctionne de manière primitive. Je suis un sauvage sur une île déserte, et ce machin tombe du ciel. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'aborde? Et c'est pour ça que je m'interdis d'avoir des processus établis. Par exemple, je joue un peu de harpe, mais aux grandes dames des vrais harpistes que sont Cécile Corbel ou Daniela Heiderich, moi je la tiens à l'envers. C'est-à-dire que les aigus, pour moi, ils sont plus loin. Moi, j'ai les graves ici et les aigus là, donc je la tiens en handicapette. Je pourrais la tenir à l'endroit. J'ai une vielle à roue, par exemple, elle a été fabriquée spécialement pour moi, mais la manivelle est à la main gauche. Alors que d'habitude, elle est censée être à droite. Mais comme moi, mon jeu est pianistique, la mélodie se fait à la main droite, pourquoi j'irais la chercher à la main gauche, quoi? Donc je l'ai fait monter à l'envers. Donc c'est encore une fois une handicapette. L'essentiel, c'est que l'instrument soit adapté à celui qui s'en sert. Et je revendique un peu comme un grand con, comme ça, cette position de je veux pas m'adapter à un système de solfège ou un truc établi. Pour moi, l'instrument, si on veut qu'il vive, il faut qu'il puisse être utilisable par celui qui veut en jouer, quoi. Alors là, on découvre ici ma salle de jeu de rôle, en fait. Je continue ma passion du jeu de rôle depuis que je suis enfant. Puis là, j'ai décidé de dédier une petite pièce, en fait, pour ça, pour accueillir les copains joueurs. Je vais vous faire visiter. Donc c'est une pièce avec voilà, vous voyez, une table, des chaises, des dés, les jeux, des bougies. L'idée, c'est que, en fait, j'ai commencé le jeu de rôle, moi, quand j'avais peut-être 13 ou 14 ans, avec mes frangins.
qui m'ont initié. Tout premier jeu auquel j'ai joué, c'était Stormbringer en fait. Et ensuite, bien Hawkmoon aussi. On a joué à Cthulhu, on a joué à Légendes Celtiques. Je crois que j'ai dû faire un scénario de JRTL dans la vie. Et puis ensuite Vampire la Mascarade, Indominé Satanis, ce genre de choses. Ou Mania Veritas pour ceux qui y préfèrent. Et voilà, il y a des moments où je réalise que le jeu de rôle m'a énormément forgé dans mon caractère en fait, parce que à l'époque où quand j'étais au collège, mes copains regardaient la télé le soir, nous on faisait des campagnes et des scénars, et en fait je réalise qu'on vivait beaucoup plus en fait. Après une semaine de campagne par exemple sur un scénar, on vient avec plus de vécu quoi, je dirais, que les copains qui ont bêtement regardé le tennis, tu vois. Même si c'est super le tennis. C'est super intéressant d'ailleurs. Parce que, allez, je vais vous le montrer. Je suis retombé récemment sur des scénarios que j'avais écrits genre en 92, quoi. Voilà. Les connaisseurs reconnaîtront le premier écran de Stormbringer avec Elric Chevauchant. Voilà. Je pense que c'est devenu une espèce de pièce de collection, ça. Mais effectivement, là, voilà, j'ai tous mes écrits, mes manuscrits que j'avais écrit en 92 déjà, mais voilà. Et c'est vrai que pouvoir changer d'univers comme ça ouvre, je trouve, une porte quoi sur des choses plus inconscientes, sur l'imaginaire en fait. Et l'imaginaire, c'est à peu près la base de tout ce qui nous guide sur Terre. Je pense quand on est un peu rêveur et voilà. Donc c'est vrai que l'idée de garder ce lien avec le jeu de rôle, même à mon âge, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour y jouer. J'ai des copains qui sont champions de Magic, voilà, en professionnel. Voilà, c'est vraiment un endroit que je trouve génial. En plus, bon, c'est encore un endroit où il fait très sombre, évidemment, parce que j'aime bien, moi, rechercher. Plus il fait sombre, finalement, plus on est concentré sur une zone de travail, quoi. On peut vraiment imaginer. Donc voilà, c'est notre petit endroit. Alors cet endroit, évidemment, il est évolutif, et puis j'en profite pour lancer l'information que je recherche toujours des joueurs aussi. C'est toujours intéressant de réunir des vieux potes, notamment sur Storm, beaucoup sur Storm, Cthulhu et Hawkmoon. Voilà. Avant de jouer, en fait, c'est assez marrant d'ailleurs à faire. J'ai toujours ce siège là en cupule, là, c'est Dagobert là sur lequel je suis assis en spectacle. J'ai mes grelots, donc il y a tout, c'est un rituel. Tu sais, vous vous rappelez de la pub avec Zidane qui disait toujours la première chaussette à droite, avant à gauche. Là, c'est pareil. En fait, t'arrives, tu poses ton matériel. Les gens sont déjà là. C'est toi qui arrives chez eux. C'est pas eux qui arrivent dans ton salon, quoi. Ou au concert, ils ont pas payé pour te voir. Ils viennent et ils te voient débarquer avec ton Dagobert, le coffre, le bouzouki dans le dos, tu t'installes. Mais au moment où je mets les grelots, les gens sont déjà intrigués. Alors soit ils m'ont vu à la télé et ils se disent putain mais c'est le mec de la télé, soit ils m'ont jamais vu, ils viennent peut-être de Russie, du Luxembourg, je sais pas, non, ça. Mais en tout cas ça les intrigue. Là je mets les grelots, mais à ce moment-là je suis pas en spectacle quoi, je me prépare, mais je sais que ça intrigue. Et il y a une espèce de latence comme ça. Après je pose je pose mes instruments, j'allume un bâtonnet d'encens, je mets entre les pavés. Au moment où je commence, et je peux t'assurer qu'il faut avoir des convictions pour chanter avec cette voix-là au milieu de gens qui te connaissent pas et poser ton pavé au milieu de la place. Si t'as un doute, tu peux pas le faire, quoi. En fait, il faut être un peu inconscient, quoi, dire, tiens, allez, je lance mon truc. Je pense que être artiste, c'est un peu comme être un marionnettiste. Tu donnes vie, si tu veux, à la marionnette, mais toi, il faut pas qu'on te voie, en fait. Si on voit le mec derrière, en fait, ça devient une performance. C'est plus la marionnette qui s'exprime, il n'y a pas d'émotion. Et ben, dans la musique, c'est pareil, tu dois être à la fois présent, actif sur tes instruments, mais surtout ne faire qu'un avec ce qui t'entoure pour ne pas déranger, pour ne pas faire tâche, pour pas t'imposer, en fait. L'art de rue, c'est une proposition, c'est pas une imposition. Alors, je vais vous présenter un objet particulier. Je fais un petit regard caméra pour changer un petit peu. Alors, je vais vous présenter un objet qui a vraiment marqué ma vie. Alors, c'est pas l'objet principal qui a marqué ma vie, mais celui il m'accompagne depuis maintenant près de 15 ans. Il a une symbolique très particulière et je vais vous montrer tout de suite. Alors, les gens le reconnaîtront peut-être, ceux qui me connaissent bien. Voilà, il s'agit de ce ciboire et de sa lanière en cuir d'origine. Alors ce ciboire, pourquoi il est particulier? D'abord, je l'ai acheté dans la ville de Aigues-Mortes, chez un brocanteur. Il m'avait tapé dans l'œil, je sais pas pourquoi, il vient d'une cathédrale, je sais pas laquelle. Et en fait, ce ciboire, il a tout simplement une histoire particulière, c'est avec ce ciboire que je joue dans la rue. Donc c'est celui-là qui est posé au sol où les gens viennent mettre leurs pièces. Donc en fait, vous imaginez que ce ciboire a pu passer un petit peu des pièces quand même. Et en fait, c'est grâce à ce ciboire que j'ai récolté, ma foi, les petits sous qui servaient aussi à la création de tout ce qui était artistique. Voilà, c'était important pour moi dans l'éthique du troubadour de pas avoir d'aide financière de l'extérieur,
de rester vraiment ciblé sur une notion d'ésotérisme méritant du troubadour. Tu travailles pas, tu manges pas, voilà, c'est vraiment très important. Donc pour moi, il a beau être un peu abîmé, il fait vraiment partie de mon histoire, celui-là, quoi. Et quand je l'oublie, parce que c'est déjà arrivé que je l'oublie, et ben je me sens très très mal. Et des fois je joue pas. Et si on parle de ma tenue de scène, alors moi je mets un point d'honneur à avoir des tenues de scène différentes en fonction des tournées. Mais s'il y a une tenue qui a vraiment marqué mon histoire, c'est celle-ci, donc de la marque Phase, que j'ai acheté à la Mandragore à Lyon il y a des années et des années. Elle m'a vu prendre du poids, perdre du poids. Donc c'est la fameuse queue de pie. Donc effectivement elle est très abîmée parce que je l'utilise énormément. C'est une tenue que je trouve super intéressante, qui n'a rien de médiéval, mais qui donne un côté un peu victorien du coup à mon travail. Puis bon, évidemment, on peut l'agrémenter avec des vêtements de cérémonie indiens notamment. Voilà, cette queue de pie, je l'ai portée quasiment sur tous les concerts que j'ai donnés, même l'Olympia. C'est un objet que je trouve très chargé positivement, quoi. Maintenant, des fois, je me dis, oh, bah, qu'est-ce que je pourrais mettre? On m'a déjà vu avec la queue de pie et tout, mais bon, du coup, je la mets quand même, parce que c'est vrai que quand je suis passé dans The Voice, notamment, bah, j'avais toujours la queue de pie. Hein. Voilà. La tenue, à peu près. Bon, bien sûr, faut l'agrémenter avec une petite ceinture. Et puis après, bon, tu peux une petite boucle dans les cheveux, puis bon, il faut éviter les fashion faux pas, quoi. Ça devrait aller, ma chérie. C'est joli. Alors, dans mes nombreuses activités, il y a aussi le fait d'inviter des potes. Et ça, c'est, en fait, je crois que j'ai dû être patron d'un camping dans une vie antérieure, ou je sais pas, peut-être barman, ou, en tout cas, ici, voilà, on est dans ma taverne. C'est une taverne que j'ai conçue vraiment pour les soirées, quand on est dehors, en extérieur, sur le thème soit médiéval, soit pirate, soit, enfin, qu'importe. Voilà, j'avais déjà une taverne dans ma vie passée, il y a quelques années, et en fait, on a eu un incendie. Donc, la reconstruction de celle-ci, elle est intéressante, surtout que elle paraît quand même vachement ancienne, alors qu'en fait, elle n'est pas tant que ça, hein, voilà. Mais j'invite toutes les personnes à construire leur propre petit abri comme ça, un petit truc pour recevoir les copains. C'est tellement agréable. On fait des soirées musique, voilà, bon, c'est génial, quoi. Avoir une taverne chez soi, c'est quand même assez le pied. Alors pour en revenir sur la période de Covid, alors je dois vous avouer un truc, c'est que j'y ai pris énormément de plaisir. Autant on était muselé en tant qu'intermittent du spectacle et on n'avait plus de spectacle, autant j'ai la chance de vivre à la campagne et c'était génial. Tout à coup, on a redécouvert, là je te parle vraiment d'un point de vue mondial, hein, on a redécouvert ce que c'était que l'humilité. On se rend compte de notre petitesse, de la fragilité des choses, qu'un virus pourrait tout à fait nous décimer si on faisait pas ce qu'il faut, quoi. L'obligation d'être à domicile quand t'as la chance d'être à la campagne, hein, parce que j'avais une pensée pour mes copains parisiens qui étaient enfermés dans leur tour et tout, c'était abominable. Hein. Moi, je l'ai bien vécu pour plusieurs raisons. La première, c'était le silence. Cette notion restrictive aussi de la consommation, qui nous a obligés à repenser la consommation de manière drastique, quoi. C'est-à-dire faire le minimum de courses, éviter les déplacements, parce qu'on était quand même soumis à des obligations quand même de fou, quoi. Le grand bonheur, ça a été effectivement l'introspection. Qu'est-ce qu'on fait quand on est obligé d'être chez soi, en fait? Eh ben, on écrit, on lit, on est dans son jardin, et surtout on redécouvre les oiseaux. Il y avait, en fait, la faune a repris complètement possession, en fait, de l'endroit. Donc on n'entendait plus de bagnoles, il n'y avait plus d'avions dans le ciel, et d'un coup l'air était respirable, on entendait vraiment des oiseaux partout, quoi. Moi j'ai bien aimé. Maintenant, et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai vraiment aimé ce confinement là, c'est qu'au niveau émotionnel, c'était excessivement frustrant de plus rencontrer de gens, de penser. En fait, c'est marrant, hein, il y a des copains, on les voit pas pendant des mois, on s'en fout. Mais là, on n'avait pas le choix. Tout d'un coup, ces copains de loin, on commence à nous manquer vraiment, quoi. Les barbecues nous ont manqué et tout, alors qu'en fait, c'était des trucs habituels, voilà, on n'avait pas forcément de raison. Et émotionnellement, c'était vachement fort, parce que du coup, ça nous faisait prendre conscience de nos besoins sociaux, quoi. Et pour moi, toute expérience est bonne à prendre, même si elle est difficile. Moi, je crois que ça nous a tous un peu grandi. Maintenant, il y a un truc que je déplore sur cet après-Covid, c'est que je crois qu'on n'a pas encore retrouvé le côté spontané réellement. Je crois qu'on y a laissé quelques plumes d'un point de vue de la prudence, comme si notre glande pinéale s'était mise en sécurité. C'est genre, oui, on peut sortir, oui, on peut faire des courses, oui, on peut voir des gens, mais on a perdu le côté punchy de la rencontre qu'on avait avant, qui était ultra direct, quoi. Tu vois? Je sais pas, peut-être que ça nous a peut-être asocialisé un peu, mais me concernant, moi j'ai chopé le Covid, hein, j'ai pris en pleine poire, hein, voilà. Ça m'a permis de me recentrer vraiment sur moi et d'avoir des super idées. D'ailleurs, il y a des projets qui ont été montés pendant la période du Covid, notamment mon projet Via Antica, qui est un projet ultra stable sur lequel je travaille aujourd'hui, qui a été créé précisément pour pallier à ce manque d'activité, d'information par rapport au public. Voilà, ça a été vraiment très créateur, quoi.
Alors pour en revenir à Via Antica, qu'est-ce que c'est que Via Antica ? Via Antica, c'est un excellent projet qu'on a monté avec Rue Haute Production, avec Carl Houchet. On a eu cette idée, on s'est fait un brainstorming en fait au moment justement du premier confinement. On voulait pas rester inactif, on avait des choses à dire, et puis surtout on était attendu en fait sur le patrimoine, on avait des choses à faire. Donc les premiers Via Antica, c'était une sorte de module qu'on proposait en entrée payante pour le coup, parce que ça coûtait quand même très très cher à réaliser. C'était le fait d'aller dans un lieu. Donc le premier lieu dans lequel on a posé nos bagages sur Via Antica, c'était Saint-Antoine-l'Abbaye. Donc j'ai étudié l'historique de Saint-Antoine-l'Abbaye, j'ai présenté l'historique de Saint-Antoine-l'Abbaye, j'en ai parlé, on a fait une captation vidéo, j'ai raconté l'histoire, et au terme de ce court documentaire, il y avait un concert qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, moyennant une entrée qui était relativement symbolique. Et du coup, il y avait le concert qui était adapté en fait à ce lieu. Et ensuite, après Saint-Antoine, on a fait le monastère de Ségriès, qui est absolument magnifique, c'est un endroit, un petit écrin de verdure, comme ça on a raconté l'histoire de Ségriès, puis etc., comme ça a continué. Et Via Antica, je traduis pour les gens qui ne savent pas, les chemins de l'histoire, de l'authenticité, c'est devenu aussi, finalement, le nom de la tournée. C'est-à-dire que cette démarche d'aller dans les grandes villes comme Orléans avec la création des hymnes pour Jeanne d'Arc, avec la création d'hymnes pour la ville les 800 ans du château de Dourdan. Et dont les étendards peuvent encore de nos jours. Ils portent dans leur cœur l'âme des rois maudits et les très riches sœurs du type de Berry. Tout ça, donc c'est la création musicale, il y a la mise en place du concert, et puis finalement, en fait, cette tournée, elle prend des dimensions, elle prend des proportions, elle se multiplie à l'infini. Donc aujourd'hui, Via Antica, c'est le nom officiel de la tournée, et c'est quelque chose qui est vraiment très fort, parce que je crois que c'est la toute première fois où je sens que musicalement, il s'agit pas juste de chanter, mais il y a un but derrière. C'est un but de protection du patrimoine, c'est un but de faire découvrir le patrimoine aux gens, c'est un but aussi de montrer aux gens qui habitent dans une ville et qui sont habitués. Oubliez pas que vous avez ça, tu remets en lumière le patrimoine, les vieilles pierres, et aussi les traditions. Parce que Via Antica, c'est pas que les vieilles pierres. Il y a aussi, pour moi, dans ce que j'aime dans la tradition, c'est aussi les tenues médiévales, la cuisine, la musique, les danses folkloriques. Tu vois, tout ça, ça fait partie de nos traditions. Aujourd'hui, les municipalités, les grandes villes historiques, par exemple, font appel à moi, plutôt en tant que, disons-le, en tant qu'ambassadeur du patrimoine. On fait partie de ces gens qui aimons le patrimoine, qui avons besoin, certainement comme vous, les gars, cette notion de vouloir parler de notre histoire, ça fait partie de mon rôle. On me connaît en tant que musicien, mais il y a aussi la partie création d'hymnes, notamment pour les villes comme Orléans, sur les fêtes johanniques. Il y a la création de films historiques sur Blandy-les-Tours. Il y a ça englobe en fait énormément de choses. Alors c'est génial parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'ai la maturité pour le faire. Je pense qu'il y a 15 ans, j'aurais été ingérable sur ces projets-là. On me les aurait même pas proposés, si tu veux. Alors moi j'ai eu la chance, indépendamment de la musique, de la peinture, de tout ce que j'essaye de laisser comme trace de mon passage sur Terre, d'avoir eu l'occasion de sortir un livre. En fait c'est pas un livre de roman, c'est pas un travail d'écriture, je dirais, de composition scénaristique. En fait c'est surtout un recueil en fait de mes textes. Un livre qui est sorti il y a maintenant 5 ans, du poète à la nymphe, et je suis toujours assez fier de le proposer. Je sais qu'il y en aura un autre, je ressortirai un second volume. Mais surtout, voilà, la photo du livre à l'arrière, c'est une photo de mon ami Nikos Aliagas, en fait, qui l'a prise et qui me l'a offerte pour ce livre aussi. Et puis, alors pour les gens qui connaissent pas, ça va pas forcément les marquer, mais voilà, la préface est écrite par Gérard Lézère, qui est un historien de la vallée de Münster en Alsace et qui est un spécialiste en fait des mythologies forestières. Et Michel Humann, qui travaillait à l'époque pour Gallimard, en fait, qui était aussi correcteur du livre. On y retrouve en fait tous mes écrits qui ont été édités en musique. Donc en fait, ce sont les paroles ou des petites vidéos qui avaient été éditées pour le calendrier de l'Avent à un moment sur les réseaux sociaux. Donc ce livre, en fait, il est encore dispo. D'ailleurs, je serai en dédicace à Montargis très prochainement, à la médiathèque de Montargis. Voilà, du poète à la nymphe, ça fait aussi partie des facettes de mon travail. Et puis, je sais pas comment ça se fait, je fais tellement de trucs que j'arrive même pas à être fier de moi, c'est un truc de fou. Et ben si vous le voulez bien, maintenant je vais vous montrer l'atelier.
Alors là, on est dans mon atelier qui est pareil, encore une fois, tout petit. En fait, je réalise que j'adore les petits endroits. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans des endroits un peu confinés comme ça pour créer. Voilà. Donc ici, on est dans l'atelier où je crée les toiles de la collection La Nuit des Changelins. Donc en fait, je peins maintenant depuis 2002-2003 réellement, voilà. Et donc des créations de ce genre-là, de ce style. Mon univers, c'est un univers qui est très féerique, très onirique, autour du petit peuple des Changelins. Alors parfois les personnes demandent à ce que je me représente moi, parce que je suis quelqu'un dont la silhouette est connue dans la musique, par exemple. Alors bah oui, je me prête au jeu. Mais en tout cas, on a toujours ces ciels étoilés, on a toujours ces lunes, on a toujours cette nature, ce petit peuple, les légendes, par exemple les légendes arthuriennes. Mais j'ai fait toute une collection aussi sur le développement personnel, sur les anges, sur tout ça. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la page internet Atelier Arbogast Création, si vous voulez jeter un œil. On va mettre le lien en dessous dans la vidéo. Pour moi, la peinture a quelque chose de terriblement thérapeutique, dans le sens où je m'entoure, comme on peut l'entendre là, de musique particulière, d'encens particulier. Tout ce qui m'entoure est apaisant, voilà, il y a une recherche vraiment d'introspection, mais pour pouvoir travailler en secret et aller ensuite vers les autres, quoi, parce que ces toiles, elles voyagent, quoi. J'en envoie, voilà, un petit peu partout en Europe, et c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que l'énergie de mon endroit va aller se poser un petit peu comme ça chez les personnes qui achètent les toiles. Voilà, donc ça s'appelle La Nuit des Changelins. Et puis, voilà, là, les beaux jours sont de retour, donc je suis super content de revenir à l'atelier de temps en temps entre les concerts, où j'ai énormément de concerts cette année. Je prendrai le temps quand même de monter à l'atelier avec tout ce que j'ai comme activité. Voilà, il faut avoir une bonne organisation, quoi. Voilà. Et ben c'est dans cet atelier que je vais vous dire au revoir. Moi, je pense que on est arrivé au terme de ce voyage dans mon petit univers. Je remercie l'équipe de La Percée d'Histoire, qui sont une équipe magnifique et très sympathique. Et je vous dis à bientôt. Salut. Je suis venu vous inviter, je suis venu vous inviter pour venir demain les bosses. Alors, mon enfance, ça va être un petit peu long à décrire. Vraiment, comment je te regarde toi? C'est bizarre quand même. Hein. Vous voulez pas changer de place, les gars? C'est quand même très étrange. C'est pas du tout mais je te regarde toi. Alors, décrire mon enfance, bien sûr. Alors, vous me posez la question, jeune homme? C'est vraiment parce que vous, le professionnel. Pardon? T'as vu ma semelle? Ouais. Ça ferait un bel imprivé sur ta joue si tu refais ça. Le voussoiement, quelle horreur.